Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La Villa Delcourt était un lieu à part. Perchée fièrement au sommet d'une colline boisée, elle dominait le lac d'Émeraude comme une sentinelle figée dans le temps. Construite au début du siècle dernier, elle avait été pensée comme un palais privé, façade de pierre claire, colonnes sculptées, balcons en fer forgé, et jardins en terrasse s'étalant jusqu'à l'eau. Autrefois théâtre de réceptions fastueuses et de dîners où se mêlaient ministres, artistes et hommes d'affaires, elle était aujourd'hui rongée par le silence. Le portail en fer grinçait légèrement lorsqu'on le poussait. Le gravier crissait sous les roues de la voiture médicale. Et à l'intérieur, dans les longs couloirs tapissés de portraits anciens et de tapis persans, les pas des domestiques résonnaient sans jamais être suivis de voix joyeuses ni d'éclats de rire. L'air y était feutré, presque trop calme, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Charles Delcourt, son maître, régnait désormais depuis un lit médicalisé, installé dans l'une des ailes principales, près d'une vaste baie vitrée donnant sur le lac. Il ne se levait plus. Il ne recevait plus. Il ne parlait presque plus. À 82 ans, celui qu'on appelait autrefois dans les journaux économiques le requin aux gants blancs, portait sur le visage les marques du temps, mais surtout celles du remords et de l'isolement. Son corps s'était affaibli, mais c'était son regard qui frappait le plus. Il avait cette lueur vacillante propre aux hommes qui se savent au bord de la faim, sans héritier, sans amour, sans excuses reçues, ni données. Les murs de sa chambre étaient ornés de tableaux de maîtres, trop précieux pour être beaux, choisis pour leur valeur plutôt que leur émotion. Tout autour de lui respirait le luxe, mais un luxe devenu froid, inutile, presque cruel dans sa beauté inaccessible. Il était riche, immensément riche. Mais désormais, même ses billets ne pouvaient plus acheter une conversation sincère ou une main aimante. Chaque matin, à l'aube, Maya poussait la lourde porte de chêne pour commencer son service de nuit. Infirmière depuis 6 ans, elle avait vu des corps brisés et des familles éclatées, mais Charles Delcourt était différent. Ce n'était pas la maladie qui semblait le ronger, mais un silence profond, épais, comme du goudron. Maya était jeune, la trentaine à peine entamée. Noire, issue d'un quartier populaire de la banlieue, elle avait gravi seule les échelons de la formation infirmière. Elle n'avait jamais été impressionnée par les dorures ou les titres. Mais ce manoir, et cet homme figé dans une solitude glaciale, provoquaient chez elle un mélange étrange de pitié et de distance. Elle ne le jugeait pas. C'était une règle qu'elle s'imposait, ne pas s'attacher, ne pas détester, ne pas chercher à comprendre. Juste soigner, accompagner, et repartir. Pourtant, certains soirs, en refermant le rideau, elle observait l'ombre de ce vieil homme fixant le vide, et elle se demandait, qui pleure-t-il en silence ? Ce soir-là, en plein mois de décembre, la pluie battait les vitres avec une fureur presque dramatique. Le lac, au loin, disparaissait dans le brouillard. Maya venait de vérifier les constantes vitales de Charles quand celui-ci, d'une voix à peine audible, rompit le silence. « Infirmière, j'ai une demande peu ordinaire. » Elle se retourna, légèrement surprise. D'ordinaire, il ne parlait pas, ou alors pour demander de l'eau, ou sa dose de morphine. Jamais pour parler vraiment. « Je vous écoute, » répondit-elle calmement, en s'approchant. Charles prit un moment. Il respirait lentement, comme s'il rassemblait le peu d'énergie qui lui restait. Puis il tourna légèrement la tête vers elle, et murmura, les yeux fixés dans les siens. « Demain, des gens viennent. Ils pensent que j'ai encore une famille. Ils croient que ma fille va être là. Je veux que vous, fassiez semblant d'être elle. Juste pour la journée. » Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Maya resta figée, les sourcils légèrement froncés. Était-ce une hallucination? Une blague morbide? Elle chercha dans son regard une trace d'ironie, un rictus. Mais ce qu'elle y vit la troubla davantage, une forme de supplique désespérée, presque infantile. « Elle ne vient plus, » murmura-t-il après un long silence. « Depuis 20 ans. Je ne peux pas leur montrer ce vide. Pas à eux. » Sa voix s'était brisée sur le mot « vide », et pendant un instant, Maya ne vit plus le milliardaire ni le vieux manipulateur, mais un père abandonné, figé dans le regret. Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu partir. Mais quelque chose en elle, peut-être une intuition,
ou peut-être une faille, comprit que derrière cette demande étrange se cachait une détresse d'une profondeur abyssale. Elle répondit seulement. Je vais y réfléchir, monsieur Delcourt. Puis elle sortit, le cœur plus lourd qu'à l'habitude, en laissant derrière elle un homme qui, pour la première fois depuis des décennies, venait d'oser demander à ne plus mourir seul. Le lendemain, à l'aube, Maya se prépara lentement, comme si chaque geste avait un poids nouveau. Elle avait choisi une robe bleu nuit, simple mais noble, cintrée à la taille, qui flottait légèrement à chaque pas. Autour de son cou, elle avait noué un rang discret de perles emprunté à la coiffeuse du manoir et tiré ses cheveux en un chignon bas, net et élégant. Son visage, sans fard excessif, rayonnait d'une sobriété digne. Elle n'était plus l'infirmière de nuit. Elle était quelqu'un d'autre. Ou peut-être simplement une version d'elle-même que personne, jusqu'ici, n'avait vue. En franchissant le seuil du grand salon d'apparat, baigné par une lumière hivernale filtrant à travers les lourds rideaux de velours, le silence se fit instantanément. Les conversations s'interrompirent. Une dizaine de regards se tournèrent vers elle, presque en synchronie. Il y avait là des visages anciens, tannés par les années et les privilèges, un ministre retraité à la voix grave, deux avocats aux cravates trop serrées, un ancien associé de Charles, raide comme un cyprès, et sa femme, poudrée comme une statue de porcelaine. Tous portaient ce regard curieux, mesuré, celui des gens qui ne jugent pas tout haut, mais qui n'en pensent pas moins. Charles Delcourt, assis dans un fauteuil plus digne que médicalisé pour l'occasion, leva une main fragile et déclara d'une voix presque fière. « Mes amis, voici Élise. Ma fille. » Un souffle parcourut l'assemblée. Une surprise polie. Puis les sourires revinrent. Des mains se tendirent. Maya inclina doucement la tête, souriante, posée. Elle jouait, oui, mais avec une justesse presque troublante. Elle savait comment marcher, comment tenir une coupe de champagne sans trembler, comment sourire sans parler. Elle n'avait rien appris de tout cela à l'école d'infirmière. C'était autre chose. Une dignité ancienne, transmise par sa mère peut-être, ou gravée dans ses os par les années à observer le monde depuis l'ombre. Ce qu'elle ne savait pas, en revanche, c'était comment Charles la regardait. Ce n'était pas le regard d'un vieil homme jouant au théâtre. C'était celui d'un père affamé de souvenirs, tentant de recoller, en elle, les fragments d'un passé éclaté. Elle riait doucement à une anecdote feinte, et il la fixait, pas parce qu'elle mentait bien, mais parce qu'elle lui rappelait la douceur qu'il avait détruite. Lors du déjeuner, servi sur une longue table au chandelier d'argent, Charles s'anima soudain. Il raconta des souvenirs inventés, avec une précision troublante. « Tu te souviens, Élise, cet été-là, quand tu avais dessiné ce vieux chêne au bord du lac? On avait accroché ton dessin dans mon bureau. » Maya, sans hésiter, répondit. « Oui. J'étais persuadée qu'il me parlait, cet arbre. Tu te moquais de moi, mais tu l'as gardé, hein ?» Les convives sourirent, attendris. Des regards s'échangèrent. Ce vieil homme, que tous avaient connu rigide, distant, presque glacial dans les affaires, semblait fondre devant cette fille retrouvée. L'illusion était parfaite. Trop parfaite. Et Maya, à sa propre surprise, s'y prêtait avec une tendresse sincère. Elle improvisait des vacances imaginaires, des Noëls réconciliés, des soirées au piano, des scènes qu'elle n'avait jamais vécues, mais qu'elle semblait connaître malgré elle. Elle le regarda parfois du coin de l'œil et vit, dans les plis de son visage, un regret si profond qu'il en devenait presque physique. L'argent, les contrats, les trophées du passé, tout cela ne pesait plus rien. Il n'avait plus que cette journée. Cette illusion. Quand les invités partirent, un à un, enveloppés dans leurs manteaux de laine et de silence respectueux, le grand salon redevint vide. La lumière déclina doucement, et la maison sembla reprendre sa respiration lente et solitaire. Charles tourna alors la tête vers elle. Ses yeux, humides, la fixèrent longtemps. Puis, dans un murmure, il lâcha. « Vous jouez bien. Mais ce n'était pas du jeu, n'est-ce pas ?» Maya, surprise, le dévisagea. Son regard s'était durci, par réflexe. Défense automatique. « Pardon ?» Il sourit, mais c'était un sourire triste, brisé. « Quand vous avez ri, tout à l'heure, ce n'était pas un rôle. Pas pour moi. C'est pour ça que ça m'a fait mal.
Parce que j'ai compris ce que j'ai perdu. Il inspira lentement, et cette fois, Maya vit son âme remonter dans ses mots. Il raconta. La vraie Élise. Une enfant curieuse, lumineuse, un peu rêveuse. Elle peignait dans sa chambre des paysages irréels, des chevaux ailés, des forêts violettes. Il l'aimait, oui. Mais à sa façon exigeante, froide, égoïste. Il voulait qu'elle devienne avocate, ministre peut-être. Qu'elle prouve à tous qu'il avait transmis l'excellence. Mais elle voulait juste peindre. Respirer. Aimer librement. Alors un jour, elle était partie. Un matin, sans un mot. Juste une lettre, qu'il n'avait lue qu'un mois plus tard. Il n'avait jamais répondu. J'ai attendu son appel, un jour, une semaine, un an. 20 ans. Je pensais que l'argent me rendrait immortel, dit-il dans un souffle. Mais je suis juste un vieil homme qui a trop tardé à aimer. Le silence se fit plus lourd, plus intime. Maya, le regard adouci, posa sa main sur la sienne. Elle sentit la peau fine, presque transparente. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix basse, elle dit. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Même si on ne le reçoit pas. Charles ferma les yeux, lentement. 2 larmes roulèrent le long de ses tempes, discrètes comme des prières. Et dans ce moment suspendu, il ne restait plus rien du jeu, plus rien du rôle. Juste 2 êtres humains, unis par une vérité douloureuse, le besoin d'aimer, et celui d'être aimé. Même pour un jour. La nuit suivante, Charles s'éteignit, paisiblement, dans son sommeil. Aucune plainte. Aucun dernier mot dramatique. Juste un souffle qui s'amenuisa, puis se tut. Quand Maya entra dans sa chambre à l'aube, une brise fraîche faisait danser les rideaux, et le vieil homme semblait dormir encore. Mais cette fois, son visage était libéré. Comme si le pardon, même muet, avait délacé ses chaînes invisibles. Maya resta debout un long moment, sans bouger. Ni chagrin, ni choc. Une paix étrange, presque douce, l'envahit. Elle prit simplement sa main une dernière fois, et murmura. Vous pouvez partir. Cette fois, quelqu'un se souviendra de vous avec tendresse. Une semaine plus tard, un courrier solennel l'invita à se présenter chez Maître Levasseur, le notaire de la famille Delcourt. Maya s'y rendit sans appréhension. Elle s'attendait à signer un document administratif, un reçu, peut-être, une attestation de présence au moment du décès. Mais en entrant dans le bureau aux boiseries anciennes, aux étagères couvertes de codes poussiéreux, elle perçut immédiatement une tension inhabituelle. Le notaire, un homme à la voix égale et au regard prudent, l'accueillit avec une forme de respect qu'elle ne comprit pas tout de suite. Il lui tendit une enveloppe, scellée à la cire. Monsieur Delcourt a modifié son testament 2 jours avant sa mort. En votre faveur. Maya fronça les sourcils, perplexe. En ma faveur ? Je ne comprends pas. Maître Levasseur hocha la tête, puis lut à voix haute un passage du testament. La voix posée du notaire résonnait dans la pièce comme dans une cathédrale vide. À Maya, celle qui a su incarner Élise sans tricher, j'offre ce que je n'ai jamais su offrir à ma propre fille, un signe de reconnaissance. Une maison en Bretagne. Une somme modeste comparée à ma fortune, mais suffisante pour qu'elle ne dépende jamais de personne. Le reste, dit-il, était pour des fondations, des héritiers éloignés, des œuvres de mécénat. Maya ne dit rien. Ses mains étaient devenues froides. Elle tenait l'enveloppe comme un objet sacré, chargé de tout ce qu'aucune parole n'aurait pu exprimer de son vivant. À l'intérieur, une lettre manuscrite, sur un papier ivoire à l'encre bleue tremblante. Maya, vous avez été la fille que j'aurais dû avoir, libre, douce, digne. En un jour, vous m'avez offert ce que je n'ai jamais su construire en une vie. Ce que vous avez joué, m'a permis de partir avec le cœur un peu moins vide. J'espère que ce geste ne vous embarrassera pas, mais il est sincère. Merci. Charles. Elle relut ces lignes plusieurs fois, les doigts tremblants, le regard flou. Puis elle posa la lettre sur la table, ferma les yeux, et laissa enfin les larmes couler. Pas des sanglots. Pas de cris. Juste une pluie douce, silencieuse, presque fragile. Elle ne pleurait pas pour Charles. Elle pleurait pour elle-même,
pour ce lien inattendu, improbable, qui avait surgi entre deux âmes à la dérive, l'une à la fin, l'autre au seuil de quelque chose de nouveau. Elle resta seule longtemps, dans le bureau feutré, alors que le monde continuait dehors, indifférent. Et ce jour-là, Maya comprit quelque chose qu'aucune école, aucun métier, aucun livre ne lui avait jamais appris. Même les existences les plus ternies peuvent, un instant, être traversées par la lumière d'un geste humain. Un pardon. Une reconnaissance. Un amour silencieux, offert trop tard, mais reçu à temps. Et avec cette vérité, simple mais immense, Maya quitta le bureau, différente. Pas plus riche. Mais plus vivante.